Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter et les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé des écrans dans les foyers? Quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy. On va regarder un épisode de leur série La famille tout écran dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. On va parler avec vous data et plus particulièrement de data visualisation, comme on dit en bon français, c'est ça? Absolument, aussi nommé en français visualisation de données. Il faut savoir que nous créons chaque jour 2,5 trillions d'octets de données. Alors comment les organise-t-on? Comment les visualise-t-on? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui ensemble. On voit ça dans un instant. Mais juste avant, la réalité virtuelle s'impose aujourd'hui, vous le savez, dans de nombreux domaines, notamment dans l'éducation. Le virtuel s'immisce aussi progressivement dans les salles de classe, dans les cursus de formation professionnelle. L'intégration de la technologie aujourd'hui est partout auprès des élèves, mais elle soulève aussi pas mal de questions, d'interrogations aussi. Alors, quelle place donner à cette technologie dans l'enseignement? On va poser la question à notre invité du jour. Il s'appelle Vincent Olivier. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le fondateur de Métier 360, une entreprise que vous allez nous présenter dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans au sein des foyers. On regarde un épisode de la série de notre partenaire. Ça s'appelle La famille tout écran. On regarde ça tout de suite ensemble. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Merci. Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, ben c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je vais appeler pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point, Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. Et voilà pour cet épisode de La famille tout écran. Maintenant, on va parler de la digitalisation de la formation qui existe depuis de nombreuses années, mais la réalité virtuelle a récemment fait son entrée aussi dans les salles de classe. Elle bouleverse tous les schémas d'apprentissage. Comment? Pourquoi, justement? Eh bien, on voit ça dans la première partie du talk. En plateau et à nos côtés pour en parler, Vincent Olivier, le fondateur de Métier 360. Si j'ai bien compris, Métier 360, c'est montrer aux jeunes à quoi ressemble le métier qu'ils envisagent de faire grâce à la réalité virtuelle, c'est ça? Vous avez tout compris. Merveilleux, ça se passe avec un outil comme celui que vous nous avez amené en plateau, c'est un casque de réalité virtuelle? Voilà. C'est des choses... Alors, ça existe quand même depuis quelques années maintenant, mais effectivement, on est passé dans des phases, on va dire, de massification des usages. Et l'idée est tout simple. Hein, voilà, vous êtes en classe, vous avez plutôt un demi-groupe qu'une classe entière, un peu plus facile. Vous avez 5-6 casques comme ça. Puis hop, on fait comme ça, là, hop, on est parti. Bon, je ne vais pas le faire pour de vrai, hein, mais vous mettez ça sur la tête. Et puis, vous allez passer 5-6 minutes en immersion dans un univers professionnel. Vous allez voir des gens travailler, vous allez les entendre nous raconter ce qu'ils font, le parcours qu'ils ont suivi, etc. Et puis au bout de 5 minutes, vous allez retirer le casque et vous aurez envie d'en parler, donc vous serez en train de travailler votre projet
Parce que professionnelle. c'est vrai que savoir ce qu'on fait dans la vie plus tard, c'est pas forcément évident, surtout quand on a moins de 18 ans. Il y a le rôle des professeurs, il y a le rôle des parents, des conseillers d'orientation aussi. Vous amenez quelque chose en plus qui est le concret des métiers dont on se rend pas forcément compte quand on est étudiant. Alors c'est un sujet qui est compliqué, qui a toujours été compliqué, qui est terriblement chargé en émotions, en anxiété, enfin voilà. L'orientation. Qu'est-ce que je vais faire de moi plus tard? Enfin, c'est une question existentielle, hein. Donc c'est un sujet qui a toujours été compliqué, qui n'est pas complètement rationnel. Il ne suffit pas de remplir un quiz pour savoir ce qu'on va devenir. Donc il y a beaucoup de choses. Et finalement, ce qui est le plus décisif dans sa capacité à prendre une bonne décision, c'est les expériences qu'on a vécues. Alors, c'est vrai qu'en collège, au lycée, on n'a pas vécu encore grand-chose, mais c'est quand même ça qu'on va solliciter au moment de choisir une formation dans une perspective. Donc nous, notre idée, c'est assez simple, c'est de dire dans le casque de réalité virtuelle, on peut rassembler plein de petites expériences. Alors elles sont virtuelles, elles durent que 5 minutes, mais c'est quand même des vraies expériences. C'est ce que la technologie apporte. Concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble au stage d'observation que vous faites en 3e. Alors, sauf qu'au lieu de durer une semaine, là, il va durer 5 jours. 5 minutes. Excusez-moi. Et vous êtes immergé. C'est-à-dire que ce que la technologie apporte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle trompe le cerveau. Elle vous fait croire, à partir du moment où vous avez mis le casque sur la tête, à un moment, le cerveau... Parce qu'on a trompé les yeux, parce qu'on a trompé le sens audio, parce qu'en bougeant, voilà, il se passe encore quelque chose. À un moment, le cerveau se dit, je suis plus là, je suis dans ce qui se passe dans le casque. Et donc, vous pouvez être dans une salle de restaurant, vous pouvez être sur un chantier de travaux publics, vous pouvez être, dans une banque, enfin, peu importe, chez Airbus. Il y a plein d'endroits où on vous amène et où vous allez voir. Voilà. Et vous avez l'impression d'y être pour de vrai, vous vivez quelque chose. Vous ressentez quelque chose, alors ça va vous plaire ou ça va pas vous plaire, mais il va s'être passé quelque chose, et à partir de ça, à partir de cette expérience accumulée, alors ça devient plus facile d'appliquer les différents protocoles qui existent pour essayer de répondre à la question, qu'est-ce que je vais devenir? Quels sont les différents métiers aujourd'hui qu'on peut tester avec Métier 360? Il y en a plus de 200, on en rajoute 5 ou 6, même 7 ou 8 tous les mois, donc il n'y a pas tout, mais enfin, il commence à y en avoir suffisamment pour se poser plein de bonnes questions. C'est plutôt des métiers auxquels on n'a pas forcément accès quand on est jeune, ou alors c'est des métiers techniques, artisanaux? Il y a vraiment de tout. Ça va. Je vais vous donner 2 exemples assez extrêmes. Vous avez le boulanger. Voilà, donc le boulanger, a priori, tout le monde sait ce que c'est. Et puis vous avez le plumassier. Et ça, vous ne savez même pas que ça existe comme métier. Donc il y a les deux. Mais les deux sont intéressants, en termes d'expérience. Alors, plumassier, donc c'est quand on fait des bijoux, il y a des gens dans le métier, c'est de choisir la plume qu'on va mettre sur le bijou. Un truc quand même de... Bon. Ou des costumes au Crazy Horse. Par exemple. Mais ça, voilà, de se dire quand on a 15-18 ans, il y a des métiers, je ne sais même pas que ça existe. Et oui. Prendre conscience de ça, c'est super. Voilà, parce qu'après, on va tirer le fil, on peut aller chercher d'autres choses. Puis boulanger, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que... boulanger, vous pensez que vous savez ce que c'est qu'un boulanger. Effectivement, voilà, vous allez regarder l'épisode du boulanger traditionnel, ça va à peu près ressembler à l'image. Mais juste à côté, on a mis le boulanger industriel. Et lui, son problème, c'est pas travailler la nuit, c'est autre chose. C'est vrai. Donc même sur des métiers connus, voilà, de se rendre compte qu'on ne connaît pas tout, qu'il y a des écarts par rapport à nos représentations initiales. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse dans un cheminement qui est long, qui est compliqué. Jeanne, vous êtes notre chroniqueuse du jour. S'il y avait un métier que vous souhaiteriez idéalement découvrir avec cette réalité virtuelle, dans la peau de qui vous mettriez-vous? Alors moi, j'ai un peu l'impression que votre histoire, c'est comme d'essayer des métiers comme on pourrait essayer des robes d'été ou des vêtements dans un magasin. Alors moi, celui que j'aimerais bien expérimenter, ce serait astrophysicienne. Je veux dire astronaute aussi. Ouais, quelque chose comme ça. Comment vous vous y prenez justement pour créer ces contenus? Vous mettez une caméra 360 sur quelqu'un qui exerce le métier. Si quelqu'un veut être présentatrice télé sur School TV, vous mettez une caméra ici, c'est ça? Alors, la première chose, c'est que toutes ces expériences immersives, c'est comme ça qu'on les appelle,
on les fait jamais seuls. On les fait toujours avec un partenaire, et un partenaire qui a une légitimité, alors soit sur un territoire, on travaille beaucoup avec les régions, soit sur une filière professionnelle. Donc par exemple, si je vous emmène sur un chantier de travaux publics, c'est quelque chose qu'on a co-construit avec la Fédération nationale des travaux publics. Et donc dans la façon dont on va montrer les différents métiers et les problématiques qu'on va mettre en avant, ça va correspondre à une réalité de la filière professionnelle ou du territoire. Ça, c'est vachement important parce qu'on n'a évidemment pas la prétention, nous, on est une petite équipe, de connaître tous les métiers du monde et de savoir ce qui est intéressant à montrer. Donc la première chose, c'est qu'on le fait toujours en partenariat avec des coproducteurs. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui nous importe, c'est pas forcément de vous faire rêver et de vous emmener dans l'espace. Parce qu'à la limite, si vous voulez devenir astronaute et que vous savez que déjà c'est votre projet, super, vous avez un projet, il n'y a pas besoin de nous. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être au plus près de la réalité. Et la réalité, des fois, elle est juste toute simple, elle n'est pas forcément hyper glamour. Mais les gens, ils ont toujours une bonne raison d'être là et c'est ça qu'ils partagent. Donc après, techniquement, c'est des toutes petites caméras qu'on pose à un endroit. Nous, on s'en va, on sort du champ, on déclenche ça avec le téléphone et on dit allez-y, bossez. Donc votre cible aujourd'hui, ce sont les jeunes de moins de 18 ans qui sont à l'école et qui cherchent à s'orienter? Alors notre cible, ce sont ceux et celles qui accompagnent les jeunes. Et d'ailleurs les moins jeunes aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec Pôle emploi, des organismes de formation, le la moment... réorientation professionnelle. Ouais, le nombre de moments dans la vie où on se pose la question de son avenir professionnel, ça va bien au-delà des 18 ans. Donc, Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui accompagnent ces différents publics, ceux dont le métier ou une partie du métier, c'est d'aider un jeune à partir d'un rêve, à partir d'une représentation, transformer ça en un projet, se renseigner, etc. C'est ceux-là qu'on équipe. Et on ne pense pas que, alors même si on adore ce qu'on fait, on adore la réalité virtuelle, on pense que c'est formidable, au fond, ce qui va faire que vous allez avoir une prise de conscience et de dire « Ah ouais, astronaute, peut-être pas, mais par contre la science, oui ». Ce cheminement-là qui va vous faire vraiment progresser, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'équiper ceux qui accompagnent les différents publics. Par le biais de l'incarnation, effectivement. Est-ce que l'idée aussi, c'est de rendre disponible cette ressource en réalité virtuelle, là où les recruteurs ne vont pas? Je parle par exemple des forums métiers, des établissements scolaires. C'est ces publics-là que vous tentez de cibler, de toucher aujourd'hui? Oui, alors l'un des trucs dont on est super fiers après quelques années, c'est qu'on équipe plus de 1000 structures en France. Donc c'est un endroit où les recruteurs, c'est 1000 endroits différents, un collège, un lycée, une mission locale, une agence Pôle emploi, bref, plein d'endroits où tout le monde ne peut pas aller et où virtuellement, on emmène plein d'univers métiers. Et je vais vous raconter une anecdote, mais on travaille beaucoup avec les régions Bourgogne-Franche-Comté, on équipe plein de collèges et de lycées. La vice-présidente, quand elle parle de ça, elle dit elle a rencontré un collégien qui a découvert les métiers de la construction nautique, la construction des bateaux. C'est vrai qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on ne fait pas énormément de bateaux. Non, c'est pas évident, effectivement. Et de se dire qu'un gamin, il a découvert un univers où a priori il n'aurait pas naturellement fait, probablement on a contribué à quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on a élargi un peu son horizon. Ça, c'est déjà pas mal. Quelle place on peut donner justement aux apprentissages en réel par rapport aux apprentissages virtuels? Ce que je veux dire, c'est que pour certains métiers dangereux ou techniques, par exemple, la mise en situation virtuelle, je l'imagine, peut devenir rassurante ou complémentaire d'une formation aussi physique. Est-ce que c'est nécessaire, quelque part, cette formation, avant de mettre vraiment les mains dans le cambouis, de se lancer dans la vraie vie, sans le casque? Ouais, moi, vraiment, plus on a d'expérience, plus on est capable de faire des bons choix, de prendre les bonnes décisions. Donc, on a moins peur aussi? Ouais, ça peut être la peur. Après, professionnellement, la plupart des métiers sont quand même pas hyper risqués. Donc, je vous donne des exemples de ce qu'on fait. On travaille beaucoup avec l'univers du bâtiment, par exemple. Dans le bâtiment, on a produit toute une petite série où vous allez être immergé sur un chantier, et puis c'est des petites études de cas. Vous êtes apprenti, vous êtes sur le chantier, en fait, vous êtes dans le casque, puis votre patron vous dit faut préparer ces murs, quel est l'outil que tu vas utiliser? Alors vous explorez, vous regardez, et de cette façon, vous virtualisez une mise en situation. Et puis quand le lendemain vous êtes sur un vrai chantier, vous avez un petit peu d'expérience qui va être utile à ce moment-là. Est-ce que c'est justement quelque chose, c'est hyper intéressant, est-ce qu'on peut le mettre en avant sur un CV? Parce que ce que vous faites, c'est aussi de la formation à des nouvelles compétences. Là en l'occurrence, on a construit ces modules-là
au regard des attendus, alors du BP, du CAP. Enfin oui, ça contribue, ça remplace pas, ça contribue. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'une toute petite boîte, un truc qui est pas très cher, plein d'expérience. Donc au total, voilà, plus de choses possibles malgré les contraintes du monde physique. Et justement, on va continuer à en parler dans un instant, mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Scratch that, bring it back. 내 옆에선 Richmond. 몸이 고장나서 난 어질 또 돌고 돌아 I'm in Richmond. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Vincent Olivier, le fondateur de Métiers 360. Mais juste avant de reprendre notre discussion, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui avec vous, focus sur un gros mot de la tech et pas des moindres, la data vis, abréviation pour la data visualisation en bon franglais. Cette discipline qui permet de comprendre d'une façon visuelle les quantités astronomiques de données que l'on produit à chaque instant. Tout à fait. On est nombreux à avoir entendu parler de visualisation de données, mais on n'est pas toujours au courant de ce dont il s'agit exactement. La data vis, hein, pas data vis, la data vis, c'est un résumé visuel d'un ensemble de données. On a tous en tête nos bons vieux diagrammes circulaires nommés camembert en France, diagrammes en pointe de tarte chez nos cousins canadiens. D'accord. Autant de jolis dessins dont un ancêtre écossais, l'économiste William Playfair, a posé les bases. On voit ici sa sympathique trombine aux côtés de compositions qui évoquent autant des manuels d'astronomie que les skylines des villes alors en plein essor industriel, hein, pour illustrer les variations du prix du blé et la place des nations européennes. Playfair, notre daddy cool du diagramme, eh bien, il voulait, je le cite, faire appel à l'œil pour exprimer les proportions et les grandeurs. Il avait donc l'intuition d'avoir trouvé la méthode la meilleure pour transmettre une idée distincte. Alors justement, comment la discipline a-t-elle évolué face à l'explosion quelque part des données produites dans le monde ? Eh bien, après le petit creux de la vague que constitue donc la discipline, pour la discipline les camemberts Excel, eh bien, la data vis a su se réinventer
et avec l'apogée au tournant des années 2010 de la big data. Elle doit désormais faire face à des zeta-octets. On parle de zeta-octets, on parle même de zettabyte era en anglais pour décrire notre période. Donc, elle doit faire face à ces nombres inquantifiables de données qu'on produit en permanence. Et donc, ces données, elles vont permettre de prédire le climat, elles vont permettre de repérer le potentiel terroriste ou alors de faire des prévisions économiques. Cela n'a pas échappé à un urbaniste et à un grand penseur de notre monde, Paul Virilio, qui avait fait de la DataVis le cœur d'un projet qui s'appelait Exit au Palais de Tokyo. Pour ce projet, il avait voulu faire voir et comprendre la prévision d'1 milliard de personnes qui seront déplacées dans la première moitié du XXIe siècle, avec une infographie, des dessins de lieux de conflit, un enregistrement de chaque déplacement pour raison de délocalisation de l'emploi, pour changement climatique. Paul Virilio, il avait bien saisi que comprendre la logique des données, c'est comprendre celle du monde. Et il entendait bien par le faire voir, inciter au faire tout court. Alors, la visualisation des données est devenue indissociable de la recherche ? Oui, absolument. La visualisation des données, elle consiste plus seulement à traduire visuellement des chiffres, parce que ce qui est intéressant, c'est la forme de gamification du savoir qui va avec ce règne des données et les liens innombrables qui existent entre elles. L'un des exemples les plus marquants actuellement, développé par l'école polytechnique de Lausanne, s'appelle la Venice Time Machine. Leur projet fou, numériser 80 km d'archives de la ville de Venise, le tout à l'aide de deep learning qui déchiffre chaque caractère sibyllin manuscrit, sont recensées déclarations fiscales, nécrologie, actes de mariage, pour tisser le réseau passé de tous les proprios de la ville, sorte de Facebook du Quattrocento, le tout mis en image dans un Google Earth de la Renaissance, où l'on peut interroger, parcourir, imaginer le quotidien d'une cité aussi célèbre que Venise, il y a 2, 3, 4 siècles. Autant dire Philippines que la DataVis a pris du galon depuis les diagrammes à pointe de tarte. Alors justement, comment les artistes abordent-ils cette discipline qui est avant tout visuelle ? Alors, il y a tout un courant d'artistes, évidemment, qui aujourd'hui considèrent et utilisent la donnée comme jadis un peintre utilisait le pigment de Refik Anadol, artiste turc qui a soumis à une IA toutes les collections du Muséum d'Histoire naturelle, du MoMA à New York, jusqu'à Kirel Benzi, qui met en forme les données du sommeil ou les rythmes cardiaques de 3 personnes différentes sous forme de feux d'artifice visuel. Eh bien, nombreux sont les artistes qui ont cette volonté d'esthétiser la donnée en oubliant parfois les implications problématiques du côté de la protection de la vie personnelle qui sont en jeu. Et c'est pourquoi je voudrais finir sur une façon un petit peu originale d'aborder les données. C'est celle qu'a expérimenté un couple d'artistes anglaises, Georgia Lupi et Stéphanie Posavec. Elles défendent ce qu'elles nomment le data humanisme. Pendant un an, les deux femmes se sont échangées des cartes postales dans lesquelles elles ont classifié tous les détails de leur vie. Dans l'une d'entre elles, elles ont catalogué chaque fois où elles se sont plaintes du temps, de la famille, de la faim. Alors elles se sont plaintes elles-mêmes, elles se sont plaintes aux autres, aux objets même. En tout cas, leur travail, c'est un pont entre l'esthétique des pères de la DataVis, dont William Playfair était un des héros, et aussi la tendance aujourd'hui qu'on a à tout dataïser. En tout cas, allez voir leur travail, c'est merveilleusement et humainement analytique. Merci beaucoup, Jeanne. Et puis nous, on va reprendre notre discussion avec Vincent Olivier, le fondateur de Métiers 360. On va continuer à parler de ces métiers qui changent et qui sont révolutionnés grâce à une technologie, la réalité virtuelle. On lance la deuxième partie du talk tout de suite. D'abord développée pour un usage militaire permettant aux armées de s'entraîner en réalité virtuelle et en situation réelle, cette technologie a fait peu à peu son chemin jusque dans les écoles et dans de nombreux autres domaines tels que l'art, l'architecture ou la médecine. On va continuer à en parler avec vous, Vincent Olivier. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de l'obsolescence des compétences qui est aujourd'hui, selon vous, le défi majeur du XXIe siècle. Je ne sais pas s'il y a obsolescence, mais en tous les cas, il y a des vrais enjeux sur ce qu'on appelle l'univers des soft skills, et où les enjeux de formation sont importants et où par conséquent des solutions un petit peu innovantes sont peut-être utiles. Bien sûr. Est-ce qu'on peut justement se former à des soft skills avec Métiers 360 ou des solutions comme la vôtre ? Oui, je pense qu'on peut. Alors on a par exemple fait récemment une simulation d'entretien d'embauche. Voilà. Quand vous êtes devant un recruteur, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut
adopter et ça va rendre votre candidature plus probable. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une capture de 2 candidats qui se présentent au même poste. C'est une vraie recruteuse qui fait l'entretien. Alors les candidats sont des acteurs qu'on a briefés selon un certain nombre d'attendus de savoir-être. Et l'expérience qu'on vous propose de vivre là-dedans, c'est de vous mettre dans la peau du recruteur. Donc si vous étiez recruteur et puis vous voyez ces 2 candidats, lequel des 2 prendriez-vous et pourquoi? Et en faisant cet exercice d'analyse, en l'occurrence d'un tiers, vous observez les savoir-être dont ils font preuve. Et les observant, les comparant, à ce moment-là, vous pouvez dire ah ouais, mais peut-être est-ce que moi aussi, il faudrait que j'ai une posture un petit peu plus adéquate à l'exercice. C'est important. Voilà. Et vous me disiez aussi dans les coulisses en préparant l'émission qu'on peut aussi, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, se mettre dans la peau d'un harceleur, par exemple. Oui, alors c'est des collègues qui font ça, mais ouais, c'est super. Faire comprendre le harcèlement, c'est un sujet qui est compliqué, où personne va se sentir soi-même harceleur. Donc, même chose, vous faites vivre l'expérience. Alors là, vous le faites en vous mettant dans la peau de la personne harcelée. On l'incarne. L'expérience, elle est forte, elle va même être relativement désagréable. Ça va provoquer quelque chose. Et puis après, vous enlevez le casque, on en parle, mais on en parle sur des bases d'expériences vécues et pas seulement d'informations consultées. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour aller encore plus vite dans ce secteur? Est-ce que c'est un sujet d'acculturation des jeunes à la technologie? Est-ce que c'est de plus en plus de travail avec les chambres de commerce et d'industrie, avec des métiers ciblés? Est-ce qu'au contraire, c'est peut-être aussi le coût de cette technologie qui n'est pas forcément assez accessible aujourd'hui? Oui, alors sur le coût, ça, depuis 4-5 ans, c'est pas vraiment un sujet. Ça se démocratise? Ah oui, un casque comme ça, par rapport à un iPad, c'est moins cher, oui. D'accord. Donc c'est pas beaucoup plus complexe que d'équiper. Ça coûte 500 € à peu près, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est vraiment pas cher. Enfin, en tous les cas, pour équiper un établissement scolaire, vous n'avez pas équipé tous les élèves, ça sert à rien. Vous en mettez 5-6 dans un collège, c'est largement suffisant. Donc c'est plus un obstacle financier. C'est de moins en moins un obstacle, on va dire, d'appropriation, parce que les expériences sont super simples. Vous recevez le truc, vous le branchez, vous le branchez même pas, vous le démarrez, ça marche. Et donc tout le monde se projette assez facilement là-dedans. Par contre, le sujet, c'est la façon dont vous intégrez ça dans votre pédagogie, dans les programmes. Et c'est pour ça que sur l'orientation, où il y a la présence des régions, où il y a, on va dire, moins de barrières disciplinaires qu'on en aurait en maths ou en histoire, ça se développe assez vite finalement. Donc on n'est pas encore dans la situation où tous les établissements de France et de Navarre sont équipés, mais ça va assez vite quand même. La pyramide des apprentissages d'Edgar Dale nous montre que l'apprentissage par la pratique permet à l'apprenant de retenir en moyenne 75% des informations qui lui sont données. Vous estimez aujourd'hui que l'apprentissage par la pratique, c'est le futur de l'éducation ? Ça serait une vision un peu définitive des choses. Ça y aiderait en tout cas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand vous changez le format, quand vous provoquez une expérience d'une nature différente, vous allez solliciter certains apprenants qui réagissent moins bien à d'autres formats, et ça c'est une bonne chose. Alors, c'est vrai sur toutes les pratiques pédagogiques, et puis vous allez, vous allez déclencher des comportements ou des réactions cognitives qui sont un peu différentes. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait une solution magique, mais par contre ce que je pense, c'est que plus vous introduisez de variété dans les modalités on va dire d'une pédagogie, meilleur est votre impact. Selon vous, quelle est la prochaine étape dans ce milieu de la réalité virtuelle? On parle déjà beaucoup de métavers aujourd'hui. Est-ce que vous voyez autre chose? Oui, alors sur le métavers, ça a été lancé avec beaucoup d'emphase et beaucoup d'attentes. Je crois qu'on est dans une phase un peu plus calme. On digère le truc. Et moi, ce que je constate en fait, et je pense que c'est encore ce qui va se passer dans quelques années, c'est juste monsieur, madame Michu, ou monsieur, madame Martin, enfin bref, ça devient accessible à tout le monde et tout le monde est capable de s'en servir et d'intégrer ça sans être un geek, sans être un spécialiste de quoi que ce soit. C'est juste de se dire, tiens, à un moment, je vais virtualiser une expérience et je saurai m'en servir. Voilà, moi je pense que les 2-3 années qu'on a devant nous, ça va être des années de massification, de banalisation, et c'est très bien comme ça. Notamment dans l'éducation. Je vais faire un compliment aux profs. Moi, je pense que les profs sont plutôt en avance de phase. Ils sont plus enclins à se saisir des innovations comme celle-là que d'autres corps professionnels. C'est ce que j'allais vous dire. Les enseignants, il faut les former aussi à cette nouvelle technologie. Moins les enfants, puisqu'ils sont nés avec. Est-ce que les profs sont perméables quelque part à l'utilisation de cette nouvelle technologie en cours ?
Mais encore une fois, moi je pense que alors ça fait des années que je travaille avec le monde enseignant. Par construction, les enseignants sont des gens qui innovent en permanence. Chaque année, vous refaites votre cours un peu différemment. Chaque année, vous vous appropriez des ressources différentes. Et vous le faites, alors, sans doute par goût, mais aussi parce que sinon, votre classe, elle ne suit pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de sujet de formation, d'accompagnement des profs. Enfin, il faut le faire un petit peu, mais ce n'est pas un frein. Non, il suffit juste d'accepter l'usage. Il y a évidemment, du côté des pouvoirs publics et des collectivités, un investissement, mais qui franchement est rien par rapport à ceux qui ont déjà été réalisés. Et puis voilà, une banalisation de l'usage et je pense qu'on se revoit dans 3 ans, mais on n'en parle plus, et ça sera normal. Et un investissement aussi qui est rien par rapport à l'impact qui est fait auprès des enfants. On se dirait aussi que si tous les élèves avaient un casque de réalité virtuelle en classe, par exemple, peut-être que leurs résultats scolaires seraient meilleurs, peut-être qu'ils apprécieraient plus une matière qu'une autre. Tous les élèves, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il ne faut pas s'isoler et être dans son monde. Hein, donc, un groupe... Sachant que c'est un usage ponctuel, on le rappelle. Ouais, un groupe, quelques casques, et puis surtout, on vit quelque chose et après on en parle. On en parle dans la vraie vie, on en parle avec son prof. Ouais, il faut vivre pour de vrai. Il y a plusieurs aussi, les expériences de VR. Oui, alors ça commence. Ça commence, mais ça pour le coup, c'est à mon sens, pas encore complètement mature. Les interactions virtualisées... c'est super intéressant, c'est parfois troublant, mais on n'est pas au degré de maturité qu'on a sur des expériences beaucoup plus simples où je vous emmène quelque part, à un moment votre cerveau il pense qu'il est sur ce chantier de travaux publics, vous voyez une femme chef de chantier et derrière on va discuter de est-ce que c'est un métier de fille, un métier de garçon. Et bien justement, si les fondements méthodologiques dans le secteur de l'éducation n'évoluent pas ou peu beaucoup, en revanche, les outils mis à disposition des élèves justement se modernisent. Mélangeant théorie et pratique, la réalité virtuelle offre tout un tas de nouvelles opportunités pour chacun d'entre eux. Et Métier 360 nous l'a très bien montré aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Vincent Olivier, vous êtes le fondateur de cette entreprise, Métier 360. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jeanne Dreyfus, pour vos chroniques toujours aussi passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.